Je suis M. Aswakon Angui, représentant de l'Union du fleuve Mano en Côte d'Ivoire. C'est un cours d'eau qui prend sa source en Guinée et puis qui sépare le Libéria et la Sierra Leone avant de traverser le Libéria pour se jeter dans l'Atlantique. Voilà, c'est un cours d'eau de 300 km, voilà, à peu près. Côte d'Ivoire est membre de l'Union du fleuve Mano pour 5 raisons principales. D'abord, le pays était pays observateur pendant 4 ans, de 2004 à 2008. Et en 2008, il est devenu membre à part entière de l'Union du fleuve Mano. Les raisons qui ont été avancées officiellement par la Côte d'Ivoire sont les suivantes. Elles sont d'ordre diplomatique, économique, humanitaire, sécuritaire et puis politique. Je vais revenir rapidement sur chacune d'entre elles. La première raison, c'est la question diplomatique. La Côte d'Ivoire estimait à l'époque où elle demandait à être membre de l'Union du fleuve Mano qu'il était important de se rapprocher du bloc anglophone. Et vous avez dans l'Union 2 pays anglophones, 2 pays francophones. Donc en étant membre de l'Union, ça permet à la Côte d'Ivoire d'atteindre cet objectif-là. Deuxième raison, c'est la question politique. La Côte d'Ivoire estimait qu'il était bon d'être membre de toutes les instances de décision au niveau régional. Et donc en étant membre de l'Union, ça permet à ce pays-là d'atteindre cet objectif-là. Troisième raison, c'est la question humanitaire. N'oublions pas que nous sommes en 2008, quand la Côte d'Ivoire demande elle-même à part entière de l'Union. Et en 2008, nous avons déjà 6 ans écoulés depuis le début de la crise que nous avons connue en Côte d'Ivoire, la crise militaro-politique. Et cette crise a entraîné un lot de réfugiés, avec une crise humanitaire sans précédent. Nous avons eu des milliers de réfugiés ivoiriens dans les pays frontaliers. Et donc le pays a estimé qu'il était important de se mettre en relation avec les autres pays frères en intégrant cette union-là pour apporter une réponse collective à la question humanitaire. Voilà. La quatrième raison, c'est la question économique. Vous avez aujourd'hui un espace, je parle des 4 pays membres, qui fait potentiellement près de 50 millions de personnes. Et donc c'est un marché supplémentaire de 25 millions de consommateurs potentiels pour la Côte d'Ivoire qui sortait de cette année de crise-là, cette période de crise, qui avait besoin de relancer sa machine économique. Et donc c'était une opportunité pour conquérir de nouveaux espaces économiques et capter de nouveaux parts de marché. Donc l'argument économique est la 5e raison qui a poussé la Côte d'Ivoire à être membre de l'Union. La dernière raison, c'est la raison sécuritaire. Nous sommes en 2002 avec ce qu'on a connu, avec la guerre qu'on a connue, qui a fragilisé le pays. Et la Côte d'Ivoire estimait que pour mettre fin à cette crise de façon définitive, il fallait se pencher sur l'aspect sécuritaire. Et donc, en étant membre de l'Union, ça permet de concert avec les autres pays membres d'apporter une réponse collective à la question sécuritaire. Donc, voici un peu ramassé les 5 raisons officielles qui ont poussé la Côte d'Ivoire à être membre de l'Union du fleuve Mano. Alors, vous voyez bien que l'Union du fleuve Mano n'est pas une institution qui a été créée pour gérer le fleuve Mano. Pas du tout. Vous avez dans le monde entier, même en Afrique, des organismes de gestion de bassins. Vous avez l'OMPS, qui est l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, qui s'occupe de valoriser le bassin du fleuve Sénégal. Vous avez l'ABN, qui est l'autorité du bassin du Niger. Ces structures ont un mandat différent de l'Union du fleuve Mano. Le nom qui a été adopté par les pays fondateurs, qui est le fleuve Mano, vient du fait que c'est la frontière naturelle entre les 2 pays fondateurs de l'Union du fleuve Mano. Le fleuve traverse le Libéria et la Sierra Leone. Et quand il fallait créer cette institution, ils estimaient qu'il fallait qu'on prenne ce nom-là, qui symbolise un peu l'union des 2 pays. Et voici d'où est parti le nom. Voici comment est-ce que l'institution a adopté ce nom-là. Voilà. Elle se passe très bien. Les pays ont des relations au niveau bilatéral, de pays à pays, Côte d'Ivoire avec les autres pays membres, et puis au niveau multilatéral aussi, en étant membre de l'Union du fleuve Mano. Ils sont tous membres d'ailleurs de la CEDEAO, il faut le relever. Mais ils ont voulu avoir une coopération de proximité, parce que la particularité que nous avons dans l'Union, c'est les pays qui sont collés les uns aux autres. Pratiquement, la Côte d'Ivoire qui est collée à la Guinée, qui a une frontière avec le Libéria, la Guinée aussi qui a une frontière avec la Sierra Leone et le Libéria, ainsi de suite. Et donc, ça, c'est un avantage très important quand il faut traiter des problématiques transfrontalières, par exemple. Vous avez l'insécurité qui sévit dans nos frontières, c'est des frontières poreuses.
C'est des frontières, vous avez des communautés souvent qui sont confrontées à la pauvreté, avec un taux de chômage élevé. Et vous avez un nombre de problématiques, voilà, qui se posent du simple fait que ces pays-là ont des frontières en commun qui sont très fragiles, qui sont poreuses. Donc c'est un peu ça la particularité de cette institution-là, composée de pays membres qui sont pratiquement collés les uns aux autres. Vous savez que chaque fois qu'un pays membre est en crise, ça affecte les pays voisins. Et d'autant plus que nous avons une collaboration avec la Guinée. En tant que membre de l'Union du fleuve Mano, nous sommes forcément affectés par cela. Parce que vous savez que les pays en crise dépeignent négativement sur l'environnement global. Donc nous avons très tôt pris le devant, quand la crise a éclaté en Guinée, avec une mission qui était diligentée. Mission multipartite. Vous avez l'Union du fleuve Mano, la CEDEAO, d'autres institutions qui sont allées en Guinée pour comprendre un peu le fond de cette crise-là et proposer aussi des solutions, tout en prônant le retour à l'ordre constitutionnel. Voici un peu la démarche qui a été menée. Mais n'oublions pas que nous sommes dans une démarche cohérente. Voilà, nous sommes membres de la CEDEAO, nous sommes un sous-ensemble de la CEDEAO avec 4 pays membres, et la CEDEAO qui a 15 pays en son sein. Et donc nous avons des positions communes, voilà, sur la façon de pouvoir régler cette crise en Guinée-là. Voilà ce que je voulais dire. Il faut dire qu'avant que la Côte d'Ivoire ne rejoigne l'Union, vous avez 3 pays qui composaient cette union, notamment la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. C'est la Guinée qui était un peu le poumon économique, avant que la Côte d'Ivoire ne rejoigne. La Guinée à cause de son poids, naturellement, économique. La Guinée, d'ailleurs, qui est devenue le 3e pays membre à rejoindre l'Union en 1980. Et donc, au niveau des échanges commerciaux, ça c'est l'un des axes majeurs de la coopération entre les pays membres. Et ils sont en train de se développer, voilà, progressivement. Et la Côte d'Ivoire, je vous donne à titre d'exemple, vous avez des entreprises ivoiriennes qui sont dans l'agro-industrie, qui sont fortement présentes dans ces pays-là, au Libéria, en Sierra Leone. Vous avez aussi, n'oublions pas, des pays qui sortent de nombreuses années de crise et qui ont besoin de reconstruire leur économie, reconstruire le pays dans son ensemble. Donc c'est autant d'opportunités qui se présentent aussi à la Côte d'Ivoire pour pouvoir investir et pour pouvoir aider ces secteurs-là à pouvoir se développer aussi. Donc voici un peu les opportunités qu'il y a en termes d'investissement dans ces pays membres. Mais au niveau commercial, les échanges sont en train avec le temps, de se développer davantage. La Côte d'Ivoire représente le pays sur le plan économique qui est le pays qui domine en termes de son économie, en termes de son PIB. C'est le géant, si vous voulez, de l'Union du fleuve Mano. Voilà, c'est ce que je peux dire. Mais on se réjouit du fait que la Côte d'Ivoire est un membre non seulement actif, mais très dynamique. Le pays ajoute de ses cotisations, participe à toutes les réunions que nous avons, et c'est vraiment un pays leader au sein de l'Union. C'est d'ailleurs même ce que les autres pays attendaient de la Côte d'Ivoire, avec l'expertise qu'elle a dans tous les domaines, avec son économie, pouvoir tirer toute la sous-région par le haut. Le PIB, le pays fait près de 70% en termes de PIB, voilà, en termes d'économie. Voilà ce qui représente un peu. Voilà. Je voulais quand même faire une petite parenthèse. Vous savez que l'Union au début avait une vocation d'être union douanière. Ça c'est bon de le dire, les gens ne comprennent pas toujours. C'est quoi l'union douanière? C'est un espace dans lequel les pays qui le composent, cet espace-là, décident de se mettre ensemble pour favoriser les échanges commerciaux entre ces pays membres-là. Oui, donc ça, c'est l'une des étapes initiales en termes d'intégration. Il y a plusieurs stades d'intégration. Et après, on s'est rendu compte que l'espace régional est tellement riche en potentialités qu'il fallait aller plus loin, un peu plus loin. Et c'est pour ça qu'en 1980, les États ont décidé de faire de l'Union du fleuve Mano une union d'intégration économique, un peu comme la CEDEAO. Voilà. Petite parenthèse, aujourd'hui, l'Union du fleuve Mano est un espace qui est l'un des plus riches au monde, potentiellement, au niveau du sol et du sous-sol. Il est possible à tout pays de l'Afrique de l'Ouest, parce que nous avons un texte qu'on appelle qui est un protocole, qui définit un peu qui peut être membre de l'Union. Et ce texte dit clairement que l'Union est ouverte à tous les pays membres de l'Afrique de l'Ouest qui en font la demande. Il y a bien sûr une étape à franchir, il faut être pays observateur pendant 4 ans. Ça permet au pays de réfléchir à la pertinence de l'adhésion à part entière à l'Union.